Imaginez Stefan Zweig, Salvador Dali et Sigmund Freud réunis chez Freud à Londres. Une rencontre qui semble tout droit sortie d'un scénario. Pourtant, le 19 juillet 1938, Zweig a bel et bien orchestré cette réunion à la demande d'un Dali fasciné par le père de la psychanalyse. Dans Le sentiment des crépuscules, Clémence Boulouq relate avec finesse cet épisode méconnu, mêlant biographie intime et chronique d'un monde au bord de la chute. Bonjour Clémence Boulouq, bienvenue. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'université Columbia à New York et romancière. Vous avez publié plus d'une dizaine de livres, notamment Mort d'un silence aux éditions Gallimard en 2003 et Instant de grâce chez Flammarion en 2016. Alors vous avez une connaissance très fine de la vie et de l'œuvre de Stefan Zweig. Est-ce que c'est au cours de vos recherches sur l'auteur viennois que vous avez découvert l'existence de cette rencontre entre Dali et Freud? Ou sinon, comment l'avez-vous apprise? Alors en fait, Zweig mentionne cette rencontre en 2 lignes du Monde d'hier, mais c'est à travers des recherches sur la question de l'Apocalypse que j'ai, et l'Apocalypse à la façon de Dali, j'ai écrit un livre qui s'appelle Nos Apocalypses sur la question religion et épidémie et littérature. Et je m'interrogeais sur la façon de représenter l'Apocalypse et je me suis tournée vers Dali en imaginant qu'il l'avait représenté. Et son tableau regorgeait de détails freudiens. Et je me suis interrogée sur le lien entre Dali et Freud et m'est revenue la mention de cette rencontre dans le Monde d'hier. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable de ne pas avoir en fait vu ça avant, enfin, en tout cas de ne pas l'avoir vu dans dans sa dimension romanesque, parce que c'est vrai, vous l'avez évoqué, il y a quelque chose d'un dîner idéal, quelque chose quasiment d'une rencontre de l'ordre du surréaliste, et à partir de ce moment-là, il y avait quelque chose qui était à la fois écrasant, parce que c'est quand même des grandes figures, oui, des monstres sacrés, et 3 en plus, du XXe siècle. Et puis un peu d'écrasant parce que voilà, est-ce que j'allais avoir l'audace d'écrire cette rencontre? Et puis en fait l'envie était la plus forte. Donc, oui, vous en sortez d'ailleurs avec beaucoup de brio. Alors pour revenir sur le surréalisme, puisque vous l'évoquez, Salvador Dali avait une place particulière dans le mouvement surréaliste. Il avait même déclaré le surréalisme c'est moi. Et aujourd'hui, on célèbre justement le centenaire du surréalisme, du mouvement qui avait commencé avec la publication du manifeste du surréalisme d'André Breton, que Freud ne portait pas en affection. Donc vous l'expliquez bien, enfin c'est assez manifeste dans votre livre. Mais étant donné que le surréalisme s'inspire des rêves et de l'inconscient, comment est-ce que vous expliquez ce dédain de Freud vis-à-vis de ce mouvement? Je pense que Freud avait effectivement un dédain et une méfiance envers ces surréalistes qui trafiquaient un peu dans ce qu'il lui semblait être trop évident. Et il avait aussi assez peu de respect pour Breton, qu'il avait rencontré. Breton avait finalement pu voir Freud à Vienne après de nombreuses requêtes. Et le personnage lui avait aussi énormément déplu. Et il y avait aussi une anecdote qui était peu à l'honneur des surréalistes, à savoir que Breton lui avait demandé une préface à un de ses livres, et Freud avait refusé en lui disant qu'en fait il ne comprenait pas vraiment ce que faisaient les surréalistes, à quoi ils jouaient en fait. Il y avait quelque chose d'un peu gratuit ou ostentatoire en fait, qui déplaisait beaucoup à Freud, qui était à la fois un scientifique et puis un bourgeois viennois, donc il y avait ce côté un peu dynamiteur du surréalisme lui plaisait à moitié, parce que aussi dans quel but. Et finalement, Breton n'avait trouvé rien de mieux que de publier la lettre de refus de Freud, donc la lettre où Freud refusait de lui accorder cette préface. Donc tout ça était quand même assez désagréable et voire grossier. Et donc Freud avait assez peu de respect pour les surréalistes, au point que quand Zweig, qui s'est fait l'intermédiaire, qui connaissait Dali par ses cercles français, parce que Zweig a passé beaucoup de temps en France,
Et Zweig était persuadé que Dali avait un génie pictural supérieur à celui des surréalistes. Et il a véritablement fait l'intermédiaire auprès de Freud. Et comme Freud avait une certaine affection, en tout cas une proximité avec Zweig de longue date, en fait, Freud a accédé au désir de Dali, mais c'était plus par amitié. Le livre est aussi très... l'importance de l'amitié entre les uns et les autres est centrale dans le livre. Donc c'était plus par amitié que par intérêt pour ces surréalistes, en fait. Et on verra que la rencontre ébranle un tout petit peu les certitudes de Freud. Mais vous entrez en tout cas avec beaucoup d'humour dans la gestuelle, le vocabulaire, la psychologie de Salvador Dali. C'est très réjouissant à vous lire. C'était très réjouissant à écrire, pour être honnête. On le sent vraiment. Mais aussi dans ses parts peut-être les moins connues, comme la mort de ce frère qui portait son nom, la place particulière de son épouse Gala, et puis les ambiguïtés aussi de Salvador Dali, parce que il y a souvent des sortes d'apartés dans le dispositif littéraire que vous mettez en place. Et à certains moments, voilà, Salvador Dali fait état d'une certaine fascination pour le nazisme, ce qui est assez paradoxal. J'ai voulu effectivement écrire cette rencontre entre ces trois géants qui sont entourés d'Anna, donc la fille de Freud, de Gala et de l'agent de Dali. Donc c'est à l'occasion d'un thé, 19 juillet 1938 à 17h15 précise. Mais dans toutes ces rencontres, même dans les moments un peu presque guindés de début de prise de contact, et il y a toujours ces pensées intimes des uns et des autres. Et donc à travers ces pensées, ils se mesurent et se jaugent tous un peu les uns les autres. Et surgissent les démons ou les obsessions de tous ces personnages. Et c'est vrai que Dali a été d'ailleurs expulsé du groupe surréaliste pour ses propos, en tout cas pour ses pensées assez fascinées envers les dictatures. Et malgré tout le mal que Freud pouvait penser des surréalistes, il y avait pas ils n'ont pas transigé avec la menace fasciste et nazie qui venait, alors que Dali, lui, a une fascination certaine pour l'esthétique nazie, pour Hitler, pour aussi cette notion un peu du surhomme ou d'une religion. Il parle dans une lettre à Breton qui a refait surface et dont la presse espagnole s'est beaucoup émue, de cette religion qui mettrait ou qui serait quasiment cannibale, qui mettrait à mort les plus faibles, une religion des êtres supérieurs. Donc là, on voit vraiment une idéologie, une fascination pour les Übermensch venir. Et puis sur son rapport aussi à la guerre d'Espagne, il y a le Dali des jeunes années était proche des groupes un peu du socialiste républicain. Il était très proche aussi de Federico García Lorca. Et quand García Lorca a été exécuté, Dali, et donc ça c'est quelque chose que son agent ne lui a jamais pardonné, a juste claqué des talons et fait olé. Et donc, alors évidemment, on peut attribuer ça à une certaine douleur, à une culpabilité de ne pas avoir été là cet été-là où il aurait pu sauver son ami, mais il n'en a plus jamais parlé. Et il y a chez Dali cette façon coupable et égocentrique de s'abstraire du monde. Et c'est pour ça aussi que le livre, il m'importait d'écrire ce livre, parce que effectivement, et je pense qu'on en est tous conscients plus que jamais aujourd'hui, c'est difficile de s'extraire de l'actualité qui devient l'histoire. Et probablement les narcissiques ont une coque ou une carapace plus importante. Et lors de cette rencontre, en fait, ce thé entre Zweig, Freud et Dali, évidemment, Dali représente une jeune génération, le monde de demain peut-être, quelqu'un, comme il disait, qui participe à la crétinisation du monde, un monde rendu crétin parce qu'il est complètement dans l'absorption, enfin dans cette façon d'être complètement tourné vers lui-même. Et j'imagine que Dali aurait été un influenceur invétéré aujourd'hui, alors que que Freud et Zweig portent vraiment le deuil du monde d'hier. Et puis, ce sont des exilés juifs, donc ils ont évidemment une douleur d'être au monde qui est bien supérieure. Oui, d'ailleurs, la part de dépossession et de solitude que provoque l'exil apparaît
chez Freud, chez Zweig, chez Anna aussi. Et c'est la différence avec Ali, qui ne peut pas, avec Dali, pardon, qui ne peut pas partager ce sentiment. Et dans votre récit, ces personnages qui sont dans l'exil sont pris vraiment dans une situation, pour prendre un terme un peu sartrien, et notamment Zweig, qui à ce moment-là est assez mal considéré par ses pairs, très seul finalement, parmi la communauté des exilés juifs viennois ou allemands. Oui, absolument. Et ben, je vous remercie de le noter, parce que c'est vrai qu'on a parfois l'illusion ou l'impression qu'il y avait quelque chose d'une solidarité qui se... de facto, enfin, que l'exil créait cette solidarité. Et en fait, il y avait beaucoup parfois de vilainie ou de méchanceté qui détendait, en fait, distendait la communauté des exilés, parce que c'est vrai que il y avait des exilés qui étaient de droite, de gauche, il y avait les impécunieux, il y avait ceux qui étaient plus nantis. Et Zweig était quelqu'un qui était assez méprisé par une certaine partie de la population, qui trouvait que ce qu'il écrivait était quand même des bluettes. Il était immensément célèbre. Il était donc assez aisé, et de ce fait, il aidait énormément aussi. Alors il y a ce paradoxe de Zweig qui aidait les gens, les exilés qui arrivaient, et surtout les intellectuels, c'est-à-dire qu'en quittant le pays, quittaient leur langue, et un journaliste dans une langue étrangère ou un artisan des mots dans une langue étrangère est effectivement rendu quasiment impotent, en fait. Donc il y a cette solitude de l'homme extraordinairement célébré de par le monde, pour qui l'exil est une véritable douleur, mais qui n'aura jamais vraiment à souffrir des conséquences matérielles de l'exil, et qui se sait un peu moqué, ou en tout cas pas tout à fait apprécié comme il le devrait. Donc ça, je pense que c'est... Dans le livre, j'ai aussi voulu donner une épaisseur humaine, humaniser vraiment ces monstres sacrés, et ça donne à Zweig un caractère quasiment... enfin, à la fois d'une grande humanité et d'une humanité meurtrie, même dans son quotidien et dans ses relations avec les uns et les autres. Il a été aussi beaucoup reproché à Zweig de ne pas s'exprimer ouvertement sur les dangers du nazisme et sur les persécutions des Juifs. Et là, il y a quelque chose qui évidemment résonne malheureusement avec notre temps, c'est-à-dire que quand des Juifs constatent qu'on s'en prend à eux, beaucoup pensent que c'est pas aux Juifs de défendre les Juifs, que c'est l'affaire de tous, que l'antisémitisme devrait être l'affaire de tous. Et c'était l'opinion de Zweig, en se disant, mais si c'est moi qui m'exprime au nom de mon peuple, alors ça perd de sa force et de son universalité. Et donc il a attendu, il espérait que d'autres s'expriment et prennent la défense et sa défense, et surtout celle de ses coreligionnaires et des communautés juives en général. Et cette prise de parole n'est pas venue. Et donc, il a été accusé d'une certaine manière, peut-être même d'opportunisme. On se dit, comme si prendre la parole ferait que ces livres seraient préservés sous l'Autriche ou l'Allemagne nazie, alors qu'on sait très bien que les livres de Zweig ont été les premiers qui ont été jetés dans les autodafés sur la Bebelplatz. Donc il y a parfois une injustice à l'époque. Alors évidemment aujourd'hui il est tout à fait célébré, c'est un auteur que tout le monde révère, mais Zweig était quelqu'un qui a vécu l'exil de ce point de vue-là aussi avec la douleur d'être mal jugé. Et en même temps, Freud porte un regard assez lucide sur lui, non sans peut-être une petite rancœur, et à la fois la relation entre les deux est vraiment teintée de pudeur, de confiance, et oui, d'une grande sollicitude finalement l'un envers l'autre. C'est ce qui apparaît de manière très touchante aussi dans votre livre. Mais c'est ce que je vous disais, ce livre est aussi une éloge de se veut un éloge de l'amitié et de l'admiration. C'est deux vertus, je pense, dans lesquelles Zweig excellait. Il admirait, il aimait admirer. Alors c'est vrai qu'on peut dire que c'est
probablement le jeune homme viennois qui courait au Burgtheater pour avoir des autographes d'acteurs qu'il admirait et qui a quelque chose d'un peu midinette. Il avait aussi sa collection d'autographes de Beethoven, de grands écrivains. Mais il était aussi quelqu'un qui pensait que l'admiration, en fait, rend l'âme plus grande. Et la raison pour laquelle il y a cette proximité avec Freud, c'est que dès ses débuts, alors qu'il était à peine connu, il a envoyé à Freud, dont il avait très bien perçu qu'il était une sorte de prophète et qu'il allait aider peut-être à faire voler en éclats le carcan d'une certaine bourgeoisie viennoise dont Zweig était un pur produit. Mais il lui envoyait ses livres dès le début, et Freud répondait toujours avec un commentaire sur les livres, parfois une analyse très intéressante, comme dans 24 heures de la vie d'une femme. Et Zweig a écrit sur Freud, en fait. Il a écrit un essai qui était La guérison par l'esprit, dans lequel Freud concluait une trilogie où il y avait aussi Mesmer et Mary Baker Eddy. Et donc, il faut savoir que Mesmer, c'est le père du magnétisme, d'ailleurs à Vienne, au XVIIIe, XIXe siècle. Mary Baker Eddy était celle qui a repris ça et qui était une chantre de la science chrétienne. Donc, Freud a été un petit peu piqué et vexé du fait qu'il arrive comme ça après ces deux figures dont on peut quand même clairement dire que c'était des charlatans. Oui, de l'occultisme. Voilà, une sorte d'occultisme, de choses de romantisme mal digéré. Et Zweig ne s'était pas rendu compte, en fait, qu'il avait à ce point-là vexé son ami, son maître. Et il y a eu un petit moment dans les années 20 de friction où Freud a failli vraiment rompre la relation. Et donc tout ça, en fait, ils sont des incompréhensions, des maladresses, mais tous deux sont des exilés, des gens qui ont dû quitter cette Vienne qu'ils aimaient quasiment comme une religion. Enfin, ils avaient une foi dans cette coexistence, dans ce monde de l'Empire austro-hongrois, et ils en ont été les chantres. Et puis cette Autriche-là a été balayée. On est en juillet 38, donc on est 4 mois après l'Anschluss, et ils ont dû partir. Et la question qui les lie aussi, c'est à quel moment n'ont-ils pas été capables de voir, à quel moment n'ont-ils pas voulu voir. Et loin de moi l'idée de les accuser de quoi que ce soit. Enfin, je pense qu'il y a vraiment rétrospectivement, tout est une science exacte. Donc mais la question et leur culpabilité les hantaient évidemment ce jour de juillet et tous les autres avant et après, jusqu'au soir de leur vie. Et quand on les rencontre, effectivement, Freud n'a plus que 14 mois à vivre et Zweig a à peine 4 ans. Et les 4 sœurs de Freud sont déportées. Voilà, exactement. Le dispositif de votre roman est intéressant. Tout le monde se retrouve dans ce salon. Il y a des petits apartés, c'est comme si c'était plusieurs scènes dans une seule scène. Donc comment est-ce que vous avez eu l'idée finalement de créer cette scène multiple? C'est vrai que c'est une rencontre de 3 êtres extraordinaires, mais des êtres extraordinaires peuvent aussi avoir des conversations d'une banalité à pleurer. Et il m'a semblé que là, en l'occurrence, ils étaient témoins de l'histoire à un moment où on ne peut pas se retirer de l'histoire, et que cette rencontre était vraiment un moment de bascule, et que chacun avait une perspective unique, différente. C'est vrai que Gala, par exemple, est fille d'exilés, est exilée de l'URSS parce qu'elle est fille de bourgeois, donc le régime condamne ses parents. Edward James, dont on n'a pas parlé, est un fils de la noblesse anglaise, mécène des surréalistes, qui lui aussi a ses propres démons. Et en fait, moi, ce qui me semblait important, c'était quasiment de trouver, alors la comparaison effectivement est trop audacieuse, mais vous savez, par exemple, la promenade au phare de Virginia Woolf, en fait, les perspectives se mêlent, et il y a des moments où on ne sait plus très bien qui parle, et il y a une façon dont la parole circule, mais aussi les pensées circulent. Et j'avais l'impression qu'il y avait, au cours de ce thé, peut-être des pensées communes, quelque chose qui flottait, en fait, au-dessus d'eux, et dont ils étaient imprégnés, et ce qui permettait encore une fois, de créer cette sorte de circularité de la pensée, et de faire une communication entre
les âmes et les êtres. En tout cas, au bord de l'abîme, voilà. Oui, au bord de l'abîme. Et alors, j'aimerais lire juste une petite phrase qui rejoindra ma dernière question. Donc, c'est une... Bon, je ne veux pas raconter la fin du livre, donc c'est un peu difficile, mais alors, Zweig a oublié un objet, un objet. chez Freud, mais ils sont déjà partis, donc c'est déjà trop tard, et Edward James lui dit, c'est pas grave, vous reviendrez. Et alors là, vous écrivez, Zweig frissonne, ces derniers mots sont trop pleins d'assurance, celle des nantis ou des heureux, qui ont la certitude que leur sort ne dépend que d'eux, et pas d'un monde qui ne cesse de prouver qu'il peut vous balayer. Des certitudes auxquelles il lui est difficile d'acquiescer, de peur d'attirer l'attention du destin, qui se hâte toujours de vous faire regretter des promesses crânes. Alors ça résonne un peu avec peut-être l'actualité, et l'actualité juive, ce passage-là. Est-ce que vous l'avez aussi écrit peut-être Oui, j'avais je vais probablement être un peu émue, mais j'avais un premier manuscrit que j'avais fini en fin septembre et j'ai réécrit des passages entiers après le 7 octobre parce qu'on fait partie de cette génération et de ces générations pour qui il y a eu un avant et un après, et c'est vrai que ces interrogations sur la montée de l'antisémitisme, le moment, qu'est-ce qu'on a vu, comment réagir, comment être et que peut-on faire. Enfin, moi, ce qui m'a aussi bouleversée dans le destin de Freud et de Zweig, c'est que, encore une fois, comme je l'ai dit, Zweig était immensément célèbre. Il avait une voix qui portait, et il était un humaniste, il était un homme de l'Europe, et il a été balayé, comme vous le dites, et Freud a été quelqu'un qui a donné les moyens aux hommes de voir plus clair en eux, et en même temps, ces hommes ont choisi les ténèbres, et les nazis sont arrivés, ils ont débarqué à la Berggasse, par exemple, et donc la question est voilà, quelle est cette impuissance, et comment, en fait, faire en sorte de trouver les mots, en tout cas, à la fois pour leur rendre hommage, et puis pour trouver la lumière aussi pour notre génération. Et voilà, donc ce livre, ça s'appelle Le sentiment des crépuscules, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de crépusculaire, et que j'ai écrit en 1923, en 2023, avec le sentiment que j'avais jamais aussi bien compris leur détresse et la façon dont ils s'étaient sentis pris au piège. Donc voilà, mais en même temps, le crépuscule, et on sait dans le judaïsme que le jour commence. Voilà, il y a eu un matin et il y a le soir et il y a le matin, et que le crépuscule est aussi la promesse d'un jour nouveau. Oui, voilà, finalement, vous inscrivez le monde d'hier dans le monde de demain, et c'est ce qui est merveilleux avec votre livre. Donc je vous remercie beaucoup. Et donc je rappelle que Le sentiment des crépuscules vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Et merci beaucoup pour cet entretien, et à bientôt. À bientôt. Merci.